Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Donc ce soir, nous allons donc continuer la lecture de Robinson Crusoe, qui, je le rappelle, est une aventure tirée de l'histoire véridique du marin écossais Selkirk, qui a été abandonné pour s'être rebellé sur l'île de Juan Fernandez, au large du Chili. Nous allons donc passer à la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN pour Twitter par exemple, ou encore Voyage au bout de la nuit pour Facebook. N'hésitez pas à réagir, donc lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées. Nous allons passer à la lecture. Cette difficulté étant surmontée, ce qui me prit un temps infini, je me tourmentais l'esprit pour voir s'il ne serait pas possible que je suppléasse à 2 autres besoins. Pour tout vaisseau qui puisse contenir des liquides, je n'avais que 2 barils, encore presque pleins de rhum, quelques bouteilles de verre de médiocre grandeur et quelques flacons carrés destinés à contenir des eaux et des spiritueux. Je n'avais pas seulement un pot pour faire bouillir dedans quoi que ce fût, excepté une chaudière que j'avais sauvée du navire, mais qui était trop grande pour faire du bouillon ou faire étuver un morceau de viande tout seul. La seconde chose que j'aurais bien désiré avoir, c'était une pipe à tabac. Mais il m'était impossible d'en fabriquer une. Cependant, à la fin, je trouvais aussi une assez bonne invention pour cela. Je m'étais occupée tout l'été, à toute la saison sèche, à planter mes seconds rangs de palisse ou de pieux, quand une autre affaire vint me prendre plus de temps que je n'en avais réservé pour mes loisirs. J'ai dit plus haut que j'avais une grande envie d'explorer toute l'île, que j'avais poussé ma course jusqu'au ruisseau, puis jusqu'au lieu où j'avais construit ma tonnelle, et d'où j'avais une belle percée jusqu'à la mer, sur l'autre côté de l'île. Je résolus donc d'aller par la traverse jusqu'à ce rivage, et prenant mon mousquet, ma hache, mon chien, une plus grande provision de poudre que de coutume, et garnissant mon havresac de 2 biscuits et d'une grosse grappe de raisin, je commençai mon voyage. Quand j'eus traversé la vallée où se trouvait située ma tonnelle dont j'ai parlé plus haut, je découvris la mer à l'ouest. Et il faisait un temps fort clair, je distinguais parfaitement une terre. Était-ce une île ou le continent? Je ne pouvais le dire. Elle était très haute, et cependant fort loin de l'ouest, à l'ouest-sud-ouest. Et me paraissait ne pas être éloignée de moins de 15 ou 20 lieues. Mais quelle contrée du monde était-ce? Tout ce qu'il m'était permis de savoir, c'est qu'elle devait nécessairement faire partie de l'Amérique. D'après toutes mes observations, je conclus qu'elle confinée aux possessions espagnoles, qu'elle était peut-être toute habitée par des sauvages et que si j'y eusse abordé, j'aurais eu à subir un sort pire que n'était le mien. J'acquiesçai donc aux dispositions de la Providence, qui, je commençais à le reconnaître et à le croire, ordonne chaque chose pour le mieux. C'est ainsi que je tranquillisai mon esprit, bien loin de me tourmenter du vain désir d'aller en ce pays. En outre, après que j'eus bien réfléchi sur cette découverte, je pensais que si cette terre faisait partie du littoral espagnol, je verrais infailliblement une voie ou une autre passer et repasser quelques vaisseaux, et que si le cas contraire échait, ce serait une preuve que cette côte faisait partie de celle qui s'étend entre le pays espagnol et le Brésil. Côte habitée par la pire espèce des sauvages, car ils sont cannibales ou mangeurs d'hommes et ne manquent jamais de massacrer et de dévorer tout ce qui tombe entre leurs mains. En faisant ces réflexions, je marchais en avant tout à loisir. Ce côté de l'île me parut beaucoup plus agréable que le mien. Les savanes étaient douces, verdoyantes, émaillées de fleurs et semées de bosquets charmants. Je vis une multitude de perroquets, et il me prit l'envie d'en attraper un, s'il était possible, pour le garder, l'apprivoiser et lui apprendre à causer avec moi. Après m'être donné assez de peine, j'en surpris un jeune. Je l'abattis d'un coup de bâton, et l'ayant relevé, je l'emportai à la maison. Plusieurs années s'écoulèrent avant que je pus le faire parler. Mais enfin, je lui appris à m'appeler familièrement par mon nom. L'aventure qui en résulta, quoique ce ne soit
qu'une bagatelle, pourra fort bien être en son lieu très divertissante. Ce voyage me fut excessivement agréable. Je trouvai dans les basses terres des animaux que je crus être des lièvres et des renards, mais ils étaient très différents de toutes les autres espèces que j'avais vues jusqu'alors. Bien que j'en eusse tué plusieurs, je ne satisfis point mon envie d'en manger. À quoi bon m'aventurer? Je ne manquais pas d'aliments et de très bons, surtout de 3 sortes, des chèvres, des pigeons et des chélonidés, ou tortues. Ajoutez à cela mes raisins et le marché de Lidenhall n'aurait pu fournir une table mieux que moi, à proportion des convives. Malgré ma situation, en somme assez déplorable, j'avais pourtant grand sujet d'être reconnaissant, car bien loin d'être entraîné à aucune extrémité pour ma subsistance, je jouissais d'une abondance poussée même jusqu'à la délicatesse. Dans ce voyage, je ne marchais jamais plus de 2000 ou environ par jour. Mais je prenais tant de tours et de détours pour voir si je ne ferais point quelques découvertes que j'arrivais assez fatigué au lieu où je décidais de m'établir pour la nuit. Alors j'allais me loger dans un arbre, ou bien je m'entourais de pieux plantés en terre depuis un arbre jusqu'à un autre, pour que les bêtes farouches ne puissent venir à moi sans m'éveiller. En atteignant à la rive de la mer, je fus surpris de voir que le plus mauvais côté de l'île m'était échu. Celle-ci était couverte de tortues, tandis que sur mon côté, je n'en avais trouvé que 3 en 1 an et demi. Et il y avait aussi une foule d'oiseaux de différentes espèces, dont quelques-unes m'étaient déjà connues. Et pour la plupart, fort bons à manger. Mais parmi ceux-là, je n'en connaissais aucun de nom, excepté ceux qu'on appelle pingouins. J'en aurais pu tuer tout autant qu'il m'aurait plu. Mais j'étais très ménagée de ma poudre et de mon plomb. J'eusse bien préféré tuer une chèvre, s'il eût été possible, parce qu'il y aurait eu davantage à manger. Cependant, quoique les boucs fussent en plus grande abondance dans cette portion de l'île que dans l'autre, il était néanmoins beaucoup plus difficile de les approcher, parce que la campagne étant plate et rase, ils m'apercevaient de bien plus loin que lorsque j'étais sur les collines. J'avoue que ce canton était infiniment plus agréable que le mien, et pourtant il ne me vint pas le moindre désir de déménager. J'étais fixé à mon habitation, je commençais à m'y faire, et tout le temps que je demeurais par là, il me semblait que j'étais en voyage et loin de ma patrie. Toutefois, je marchais le long de la côte, vers l'est, pendant environ 12 milles, puis alors je plantai une grande perche sur le rivage, pour me servir de point de repère, et je me déterminai à retourner au logis. À mon voyage suivant, je prendrai à l'est de ma demeure afin de gagner le côté opposé de l'île, et je tournerai jusqu'à ce que je parvienne à mon jalon. Je dirai cela en temps et place. Je pris pour me retourner un autre chemin que celui par où j'étais venu, pensant que je pourrais aisément me reconnaître dans toute l'île, et que je ne pourrais manquer de retrouver ma première demeure en explorant le pays. Mais je m'abusais, car lorsque j'eus fait 2 ou 3 milles, je me trouvais descendu dans une immense vallée environnée de collines, si boisées que rien ne pouvait me diriger dans ma route. Le soleil excepté, encore eût-il fallu au moins que je connusse très bien la position de cet astre à cette heure du jour. Il arriva que, pour surcroît d'infortune, tandis que j'étais dans cette vallée, le temps se couvrit de brume, pour 3 ou 4 jours. Comme il ne m'était pas possible de voir le soleil, je rôdais très malencontreusement et je fus enfin obligé de regagner le bord de la mer, de chercher mon jalon et de reprendre la route par laquelle j'étais venu. Alors je retournai chez moi, mais à petite journée, le soleil étant excessivement chaud et mon fusil, mes munitions, ma hache et tout mon équipement extrêmement lourd. Mon chien, dans ce trajet, surprit un jeune chevreau et le saisit. J'accourus aussitôt. Je m'en emparai et le sauvai vivant de sa gueule. J'avais un très grand désir de l'amener à la maison s'il était possible. Souvent, j'avais songé au moyen de prendre un cabri ou 2 pour former une race de boucs domestiques qui pourraient fournir à ma nourriture quand ma poudre et mon plomb seraient consommés. Je fis un collier pour cette petite créature et avec un cordon,
que je tressais avec du fil de carré, que je portais toujours avec moi, je le menais en laisse, non sans difficulté, jusqu'à ce que je fusse arrivé à ma tonnelle, où je l'enfermais et le laissais. J'étais si impatient de rentrer chez moi après un mois d'absence. Je ne saurais comment exprimer quelle satisfaction ce fut pour moi de me retrouver dans ma vieille huche et de me coucher dans mon hamac. Ce petit voyage à l'aventure, sans retraite assurée, m'avait été si désagréable que ma propre maison, comme je l'appelais en moi-même, me semblait un établissement parfait en comparaison. Et cela me fit si bien sentir le confortable de tout ce qui m'environnait que je résolus de ne plus m'en éloigner pour un temps aussi long, tant que mon sort me retiendrait sur cette île. Je me reposai une semaine pour me restaurer et me régaler après mon long pèlerinage. La majeure partie de ce temps fut absorbée par une affaire importante, la fabrication d'une cage pour mon Paul, qui commençait alors à être quelqu'un de la maison et à se familiariser parfaitement avec moi. Je me ressouvins enfin de mon pauvre biquet que j'avais parqué dans mon petit enclos, et je résolus d'aller le chercher et de lui porter quelque nourriture. Je m'y rendis donc, et je le trouvai où je l'avais laissé. De fait, il ne pouvait sortir, mais il était presque mourant de faim. J'allai couper quelques rameaux aux arbres et quelques branches aux arbrisseaux que je pus trouver, et je lui jetai. Quand il les eut broutés, je le liai comme j'avais fait auparavant, et je l'emmenai. Mais il était si maté par l'inanition que je n'aurais pas même eu besoin de le tenir en laisse. Il me suivit comme un chien. Comme je continuais de le nourrir, il devint si aimant, si gentil, si doux, qu'il fut dès lors un de mes serviteurs, et que depuis, il ne voulut jamais m'abandonner. La saison pluvieuse de l'équinoxe automnal était revenue. J'observais l'anniversaire du 30 septembre, jour de mon débarquement dans l'île, avec la même solennité que la première fois. Il y avait alors 2 ans que j'étais là, et je n'entrevoyais pas plus ma délivrance que le premier jour de mon arrivée. Je passais cette journée entière à remercier humblement le ciel de toutes les faveurs merveilleuses dont il avait comblé ma vie solitaire, et dans lesquelles j'aurais été infiniment plus misérable. J'adressais à Dieu d'humbles et sincères actions de grâce de ce qui lui avait plu de me découvrir que, même dans cette solitude, je pouvais être plus heureux que je ne l'eusse été au sein de la société et de tous les plaisirs du monde. Je le bénis encore de ce qu'il remplissait les vides de mon isolement et la privation de toute compagnie humaine par sa présence et par la communication de sa grâce. Assistant, réconfortant et encourageant mon âme à se reposer ici-bas sur sa providence et à espérer jouir de sa présence éternelle dans notre vie. Ce fut alors que je commençai à sentir profondément combien la vie que je menais, même avec toutes ces circonstances pénibles, était plus heureuse que la maudite et détestable vie que j'avais faite durant toute la portion écoulée de mes jours. Mes chagrins et mes joies étaient changés, mes désirs étaient autres. Mes affections n'avaient plus le même penchant et mes jouissances étaient totalement différentes de ce qu'elles étaient dans les premiers temps de mon séjour ou de fait pendant les 2 années passées. Autrefois, lorsque je sortais, soit pour chasser, soit pour visiter la campagne, l'angoisse que mon âme ressentait de ma condition se réveillait tout à coup et mon cœur défaillait en ma poitrine, à la seule pensée que j'étais en ces bois, ces montagnes, ces solitudes, et que j'étais un prisonnier sans rançon, enfermé dans un morne désert par l'éternelle barrière de l'océan. Au milieu de mes plus grands calmes d'esprit, cette pensée fondait sur moi comme un orage et me faisait tordre mes mains et pleurer comme un enfant. Quelquefois, elle me surprenait au fort de mon travail. Je m'asseyais aussitôt, je soupirais, et durant 1 heure ou 2, les yeux fichés en terre, je restais là. Mon mal n'en devenait que plus cuisant. Si j'avais pu débonder en larmes, éclater en paroles, il se serait dissipé, et la douleur, épuisée, se serait elle-même abattue. Mais alors je commençais à me repaître
de nouvelles pensées. Je lisais chaque jour la parole de Dieu et j'en appliquais toutes les consolations à mon état présent. Un matin, que j'étais fort triste, j'ouvris la Bible à ce passage. Jamais, jamais, je ne te délaisserai. Je ne t'abandonnerai jamais. Immédiatement, il me sembla que ces mots s'adressaient à moi. Pourquoi autrement m'aurait-il été envoyé juste au moment où je me désolais sur ma situation, comme un être abandonné de Dieu et des hommes? Eh bien, me dis-je, si Dieu ne me délaisse point, que m'importe que tout le monde me délaisse? Puisqu'au contraire, si j'avais le monde entier et que je perdisse la faveur et les bénédictions de Dieu, rien ne pourrait contrebalancer cette perte. Dès ce moment-là, j'arrêtai en mon esprit qu'il m'était possible d'être plus heureux dans cette condition solitaire que je ne l'eusse jamais été dans le monde, en toute autre position. Entraîné dans cette pensée, j'allais remercier le Seigneur de m'avoir relégué en ce lieu. Mais à cette pensée, quelque chose, je ne sais que ce fut, me frappa l'esprit et m'arrêta. Comment peux-tu être assez hypocrite, m'écriai-je, pour te prétendre reconnaissant d'une condition dont tu t'efforces de te satisfaire, bien qu'au fond du cœur, tu prierais plutôt pour en être délivré. Ainsi j'en restai là. Mais quoique je n'eusse pu remercier Dieu de mon exil, toutefois je lui rendis grâce sincèrement de m'avoir ouvert les yeux par des afflictions providentielles, afin que je pusse reconnaître ma vie passée, pleurer sur mes fautes et me repentir. Je n'ouvrais jamais la Bible, ni ne la fermais sans qu'intérieurement mon âme ne bénit Dieu d'avoir inspiré la pensée de mon ami d'Angleterre d'emballer sans aucun avis de moi ce saint livre parmi mes marchandises, et d'avoir permis que plus tard je le sauvasse des débris du navire. Ce fut dans cette disposition d'esprit que je commençai ma 3e année. Et quoique je ne veuille point fatiguer le lecteur d'une relation aussi circonstanciée de mes travaux de cette année que de ceux de la première, cependant il est bon qu'il soit en général remarqué que je demeurais très rarement oisif. Je répartissais régulièrement mon temps entre toutes les occupations quotidiennes que je m'étais imposées. Tels étaient premièrement mes devoirs envers Dieu et la lecture des Saintes Écritures, auxquelles je vaquais sans faute 3 fois par jour. Deuxièmement, ma promenade avec mon mousquet à la recherche de ma nourriture, ce qui me prenait généralement 3 heures de la matinée quand il ne pleuvait pas. Troisièmement, l'arrangement, l'après, la conservation et la cuisson de ce que j'avais tué ou pris pour ma subsistance. Tout ceci employait en grande partie ma journée. En outre, il doit être considéré que dans le milieu du jour, lorsque le soleil était à son zénith, la chaleur était trop accablante pour agir, en sorte qu'on doit supposer que dans l'après-midi, tout mon temps de travail n'était que de 4 heures environ, avec cette variante que parfois je changeais mes heures de travail et de chasse. C'est-à-dire que je travaillais dans la matinée et sortais avec mon mousquet sur le soir. À cette brièveté du temps fixé pour le travail, veuillez ajouter l'excessive difficulté de ma besogne. Et toutes les heures que, par manque d'outils, par manque d'aide et par manque d'habileté, chaque chose que j'entreprenais me faisait perdre. Par exemple, je fus 42 jours entiers à me façonner une planche de tablette dont j'avais besoin dans ma grotte, tandis que 2 sieurs, avec leurs outils et leurs tréteaux, en une demi-journée, en auraient tiré 6 d'un seul arbre. Voici comment je m'y pris. J'abattis un gros arbre, de la largeur de ma planche. Devait avoir. Il me fallut 3 jours pour le couper, et 2 pour l'ébrancher, et en faire une pièce de charpente. À force de hacher et de tailler, je réduisis les 2 côtés en copeaux, jusqu'à ce qu'elle fût assez légère pour être muée. Alors je la tournai, et je corroyai. Donc corroyer, c'est dégrossir et aplanir. Une de ses faces, comme une planche, d'un bout à l'autre. Puis je tournai ce côté dessous. Et je la bûchai sur l'autre face jusqu'à ce qu'elle fût réduite à un madrier de 3 pouces d'épaisseur environ. Et il n'y a personne qui ne puisse juger quelle rude besogne
c'était pour mes mains. Mais le travail et la patience m'en faisaient venir à bout, comme de bien d'autres choses. J'ai seulement cité cette particularité pour montrer comment une si grande portion de mon temps s'écoulait à faire si peu d'ouvrages. C'est-à-dire que telle besogne, qui pourrait n'être rien quand on a de l'aide et des outils, devient un énorme travail et demande un temps prodigieux pour l'exécuter, seulement avec ses mains. Mais, nonobstant, avec de la persévérance et de la peine, j'achevais bien des choses. Et de fait, toutes les choses que ma position exigeait que je fisse, comme il apparaîtra par ce qui suit. J'étais alors dans les mois de novembre et de décembre, attendant ma récolte d'orge et de riz. Le terrain que j'avais labouré ou bêché n'était pas grand, car ainsi que je l'ai fait observer, mes semailles de chaque espèce n'équivalaient pas à un demi-picotin, parce que j'avais perdu toute une moisson pour avoir ensemencé dans la saison sèche. Toutefois, la moisson promettait d'être belle. Quand je m'aperçus tout à coup que j'étais en danger de la voir détruite entièrement par divers ennemis dont il était à peine possible de se garder. D'abord par les boucs et ces animaux sauvages que j'ai nommés lièvres, qui, ayant tâté du goût esquis du blé, s'y tapissaient nuit et jour, et le broutaient à mesure qu'il poussait, et si près du pied qu'il n'aurait pas eu le temps de monter en épi. Je ne vis d'autre remède à ce mal que d'entourer mon blé d'une haie, qui me coûta beaucoup de peine, et d'autant plus que cela requérait célébrité. Néanmoins, comme ma terre en labour était petite en raison de ma semaille, en 3 semaines environ, je parvins à la clore totalement. Pendant le jour où je faisais feu sur ces maraudeurs, et la nuit, je leur opposais mon chien, que j'attachais dehors à un poteau, et qui ne cessait d'aboyer. En peu de temps, les ennemis abandonnèrent donc la place, et ma moisson crut bel et bien, et commença bientôt à mûrir. Mais si les bêtes avaient ravagé mon blé en herbe, les oiseaux me menacèrent d'une nouvelle ruine, quand il fut monté en épi. Un jour que je longeais mon champ pour voir comment cela allait, j'aperçus une multitude d'oiseaux, je ne sais pas combien de sortes, qui entouraient ma petite moisson et qui semblaient épier l'instant où je partirais. Je fis aussitôt une décharge sur eux, car je sortais toujours avec mon mousquet. À peine eus-je tiré qu'une nuée d'oiseaux, que je n'avais point vue, se leva du milieu, même des blés. Je fus profondément navré. Je prévis qu'en peu de jours, il détruirait toutes mes espérances, que je tomberais dans la disette et que je ne pourrais jamais amener à bien une moisson. Et je ne savais que faire à cela. Je résolus pourtant de sauver mon grain s'il était possible, quand bien même je devrais faire sentinelle jour et nuit. Avant tout, j'entrai dans la pièce pour reconnaître le dommage déjà existant. Et je vis qu'ils en avaient gâté une bonne partie, mais que cependant, comme il était encore trop vert pour eux, la perte n'était pas extrême et que le reste donnerait une bonne moisson, si je pouvais le préserver. Je m'arrêtai un instant pour recharger mon mousquet. Puis, m'avançant un peu, je pus voir aisément mes larrons branchés sur tous les arbres d'alentour, semblant attendre mon départ, ce que l'événement confirma. Car, m'écartant de quelques pas comme si je m'en allais, je ne fus pas plutôt hors de leur vue qu'ils s'abattirent de nouveau, un à un, dans les blés. J'étais si vexée que je n'eus pas la patience d'attendre qu'ils fussent tous descendus. Je sentais que chaque grain était pour ainsi dire une miche qu'ils me dévoraient. Je me rapprochai de la haie, je fis feu de nouveau, et j'en tuai 3. C'était justement ce que je souhaitais. Je les ramassai et je fis d'eux comme on fait des insignes aux voleurs en Angleterre. Je les pendis à un gibet pour la terreur des autres. On n'imaginerait pas quel bon effet cela produisit. Non seulement les oiseaux ne revinrent plus dans les blés, mais ils émigrèrent de toute cette partie de l'île. Et je n'en vis jamais un seul aux environs, tout le temps que pendirent mes épouvantails. Je fus extrêmement content de cela,
comme on peut en avoir l'assurance. Et sur la fin de décembre, qui est le temps de la seconde moisson de l'année, je fis la récolte de mon blé. J'étais pitoyablement outillée pour cela. Je n'avais ni faux ni faucille pour le couper. Tout ce que je pus faire, ce fut d'en fabriquer une de mon mieux, avec un des braquemars ou coutelas que j'avais sauvés du bâtiment parmi d'autres armes. Mais comme ma moisson était petite, je n'eus pas grande difficulté à la recueillir. Bref, je la fis à ma manière, car je sciais les épis. Je les emportai dans une grande corbeille que j'avais tressée, et je les égrenai entre mes mains. À la fin de toute ma récolte, je trouvais que le demi-picotin que j'avais semé m'avait produit près de 2 boisseaux de riz et environ 2 boisseaux et demi d'orge, autant que je pus en juger, puisque je n'avais alors aucune mesure. Ceci fut pour moi un grand sujet d'encouragement. Je pressentis qu'à l'avenir, il plairait à Dieu que je ne manquasse pas de pain. Toutefois, je n'étais pas encore hors d'embarras. Je ne savais comment moudre ou comment faire de la farine de mon grain, comment le vanner et le bluter, ni même si je parvenais à le mettre en farine, comment je pourrais en faire du pain. Et enfin, si je parvenais à en faire du pain, comment je pourrais le faire cuire? Toutes ces difficultés, jointes au désir que j'avais d'avoir une grande quantité de provisions et de m'assurer constamment ma subsistance, me firent prendre la résolution de ne point toucher à cette récolte, de la conserver tout entière pour les semailles de la saison prochaine, et dans l'entretemps, de consacrer toute mon application à toutes mes heures de travail à accomplir le grand œuvre de me pourvoir de blé et de pain. C'est alors que je pouvais dire avec vérité que je travaillais pour mon pain. N'est-ce pas chose étonnante et à laquelle peu de personnes réfléchissent, l'énorme multitude de petits objets nécessaires pour entreprendre, produire, soigner, préparer, faire et achever ce seul article, pain. Moi qui étais réduit à l'état de pure nature, je sentais que c'était là mon découragement de chaque jour. Et d'heure en heure, cela m'était devenu plus évident, dès lors même que je recueillis la poignée de blé qui, comme je l'ai dit, avait cru d'une façon si inattendue et si émerveillante. Premièrement, je n'avais point de charrue pour labourer la terre, ni de bêche ou de pelle pour la fouir. Et il est vrai que je suppléais à cela en fabriquant une pelle de bois dont j'ai parlé plus haut, mais elle faisait ma besogne grossièrement. Et quoiqu'elle m'eût coûté un grand nombre de jours, comme la pelâtre n'était point garnie de fer, non seulement elle s'usa plus tôt, mais elle rendait mon travail plus pénible et très imparfait. Mais résigné à tout, je travaillais avec patience, et l'insuccès ne me rebutait point. Quand mon blé fut semé, je n'avais point de herse. Je fus obligé de passer dessus moi-même, et de traîner une grande et lourde branche derrière moi avec laquelle, pour ainsi dire, j'égratignais la terre, plutôt que je ne la herçais ou ratissais. Quand il fut en herbe ou monté en épi, comme je l'ai déjà fait observer, de combien de choses n'eus-je pas besoin pour l'enclore, le préserver, le faucher, le moissonner, le transporter au logis, le battre, le vanner et le serrer. Ensuite, il me fallut un moulin pour le moudre, des sacs pour bluter la farine, du levain et du sel pour pétrir. Et enfin, un four pour faire cuire le pain, ainsi qu'on pourra le voir dans la suite. Je fus réduit à faire toutes ces choses sans aucun de ces instruments, et cependant mon blé fut pour moi une source de bien-être et de consolation. Ce manque d'instruments, je le répète, me rendait toute opération lente et pénible, mais il n'y avait à cela point de remède. D'ailleurs, mon temps étant divisé, je ne pouvais le perdre entièrement. Une portion de chaque jour était donc affectée à ces ouvrages. Et comme j'avais résolu de ne point faire du pain de mon blé jusqu'à ce que j'en eusse une grande provision, j'avais les 6 mois prochains pour appliquer tout mon travail et toute mon industrie à me fournir d'ustensiles nécessaires à la manutention des grains que je recueillerai pour mon usage. Il me fallut d'abord préparer un terrain plus grand. J'avais déjà assez de grains pour ensemencer un acre de terre, mais avant que d'entreprendre ceci, je passai au moins une semaine à me fabriquer une bêche, une triste bêche en vérité. Et si pesante que mon ouvrage en était une fois plus pénible. Néanmoins, je passai outre, et j'emblavai 2 pièces de terre plate et unies aussi proches de ma maison que je le jugeais convenable.
et je les entourais d'une bonne clôture dont les pieux étaient faits du même bois que j'avais déjà planté et qui drageonnait. Je savais qu'au bout d'une année, j'aurais une haie vive qui n'exigerait que peu d'entretien. Cet ouvrage ne m'occupa guère pendant moins de 3 mois. Parce qu'une grande partie de ce temps se trouva dans la saison pluvieuse, qui ne me permettait pas de sortir. Voilà, c'est ainsi que se termine notre lecture pour le moment de Robinson Crusoe. J'espère que vous avez passé un agréable moment, tout comme moi. J'espère vous retrouver pour la suite de la lecture. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle soirée ou une très bonne matinée pour certains.